Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage sur New World Info. On va parler de la Côte d'Ivoire, de l'affaire des 46 militaires. Libération en vue. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. La question des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet est en voie de résolution, a affirmé jeudi 22 décembre à la presse le ministre ivoirien de la Défense après la visite d'une délégation officielle à Bamako. Alors Mamadou, première question, est-ce que c'est acté cette libération? Officiellement, nous n'avons pas un élément pouvant dire que la libération est actée. Si on regarde les faits, une délégation ivoirienne est allée à Bamako. Le ministre des Affaires étrangères du Togo y était également, puisque comme on le sait, le Togo assure la médiation dans cette affaire. Et contrairement à ce que l'on voit habituellement, où à l'issue de ces rencontres, les visages sont plutôt fermés et la tension est là, cette fois-ci, on a vu le ministre ivoirien parler un langage qui semblait montrer qu'il y a eu des ententes très certainement sur beaucoup de choses. Alors que d'habitude, ce n'est pas ce que l'on voyait. Quand on voit également la façon dont eux qui devaient aller rendre visite au président de la République, on a bifurqué pour les amener visiter ces soldats avant d'aller voir le président de la République. Bon, d'un point de vue diplomatique, quand on voit ce qui s'est passé, mais ça n'a rien à voir avec cette tension inutile qu'on a vécue pendant 2 mois de part et d'autre pour une question qui ne pouvait aboutir qu'à la libération de ces 46 soldats. Donc, on a patiné ici pendant pratiquement 6 mois dans une sorte d'imbroglio politico-judiciaro-administratif. Mais voilà que la grosse montagne qu'on a créée risque d'accoucher simplement d'une petite souris. Alors, Mamadou, visage fermé, vous l'aviez dit, on se souvient, c'était lors de l'autre voyage, le périple du président ghanéen Nana Akufo-Addo, de celui gambien Adama Barrow et du ministre togolais à Bamako. Alors, pour cette visite, qu'est-ce qui a fait véritablement bouger la ligne? Difficile à dire parce que dans ce genre de situation, on est dans la diplomatie actuellement. Parce que pendant longtemps, c'était l'affrontement, ce n'était pas de la diplomatie. On est actuellement dans la diplomatie. On passe sous les tables, on part, on revient discrètement, on négocie ici, on négocie là-bas, on amortit ici, on amortit là-bas. Ce qui est sûr, c'est que des deux côtés, chacun a dû revoir ses postures, parce qu'il y avait des postures pratiquement jusqu'au boutiste des deux côtés. Ce qui fait que même quand on voulait faire de la médiation était difficile quand chacun dit, moi voilà ma position et je ne change pas, je ne bouge pas au niveau de ma position. Quand on dit médiation, il faut que chacun accepte de revoir un peu sa position pour que on trouve une sortie de crise qui ne soit pas une humiliation ni pour l'un ni pour l'autre. Et avec le mémorandum qu'on a signé, les quelques éléments qui sont sortis du mémorandum semblent vouloir dire cela. Maintenant, il y a des faits qui sont là. Un des faits, les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais la question de la sécurité au Mali devient de plus en plus problématique. Elle n'a pas du tout été résolue. Les difficultés du Mali ne font qu'augmenter. N'oublions pas que lors de la dernière rencontre avec les CEDEAO, même si la méthode n'était pas la meilleure, en donnant un ultimatum au Mali par rapport au 1er janvier, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en jeu. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez une pression des familles de ces militaires, mais vous avez une pression également des populations ivoiriennes qui ne comprennent pas comment on peut envoyer des soldats ivoiriens pour aller aider un pays, parce que du côté de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que c'est perçu. Et que ces gens se retrouvent prisonniers et qu'on ait tous les problèmes du monde pour pouvoir les libérer. Donc autant le président malien, autant le président ivoirien se retrouvent dans une situation de pression et après, au bout de 6 mois, chacun veut en finir avec cette affaire, mais il ne fallait pas la commencer, tout simplement. Alors c'est vrai que le contenu des discussions n'a pas été rendu public, Mamadou Diouf, mais la rencontre s'est passée dans un esprit fraternel et de compréhension mutuelle. On parle de relations nouvelles, si on peut le dire, entre la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui. On va retourner aux anciennes relations. Nouvelles, c'est juste les propos diplomatiques, mais le Mali et la Côte d'Ivoire sont liés par des choses que rien ne peut enlever. La première chose, c'est la géographie. Quels que soient les désaccords, le Mali ne va pas se détacher de la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est l'histoire. L'empire mandingue n'était pas au Mali seulement. Il était également dans une partie de la Côte d'Ivoire.
ils sont liés également par leur peuple. Puisque on parle de Bamana ici, on parle de Djoula là-bas, mais c'est la même langue que les gens parlent. À peu près la même culture au niveau d'une certaine partie de leur population. La sociologie. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Sans compter maintenant le fait qu'on est dans l'UEMOA ensemble, on est dans la CEDEAO ensemble. Et d'un point de vue économique, vous avez des relations très fortes entre les deux pays. Vous n'avez pas moins de 5 millions de Maliens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et économiquement, ces gens travaillent en Côte d'Ivoire et payent des impôts. Ça rapporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais ces gens également renvoient de l'argent dans leur famille au niveau du Mali. Mais dans une telle circonstance, mais inutile de chercher un conflit parce qu'il n'y a pas de place pour un conflit ici. Il fallait tout simplement faire ce qu'il fallait faire. D'un point de vue diplomatique et de façon très professionnelle dès le départ, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Je le dis souvent, on me regarde, mais on aurait pu utiliser les ressorts africains. Parmi les ressorts africains, M. Ouattara est pratiquement le papa des 5 colonels. Des 5 même. Il aurait pu, comme un père, leur parler d'une certaine façon, on aurait pu régler le problème autrement. Eux aussi auraient pu faire comme un enfant, on l'aurait réglé autrement, mais quand on met les égos dedans, quand on met de l'orgueil dedans, quand on met un certain nombre de choses dedans, la diplomatie ne marche pas avec les considérations personnelles. On regarde quel est l'intérêt des deux pays, on essaye de voir comment faire pour que personne ne considère que tel pays a été humilié ou l'autre, et en ce moment, on trouve une solution. On a créé aujourd'hui une cassure inutile entre les deux pays, et il va falloir mettre du temps, malheureusement, pour pouvoir combler ce trou qu'on a créé entre ces deux pays. Nous avons pu noter la volonté de part et d'autre d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Ce sont les propos du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ils sont même allés loin, Mamadou, ils ont pris des engagements, ne pas servir de base arrière pour déstabiliser l'autre. C'est réciproque en tout cas. Oui, bon, ça c'est ce qu'on nous dit sur le mémorandum, parce que c'est ça qui est pour le moment ce qu'on peut dire. Mais on n'avait pas besoin de prendre d'engagement. Ça fait partie des règles de l'Union africaine, ça fait partie des règles de la CEDEAO. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on crée entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais à défaut de pouvoir nous dire c'est quoi exactement le contenu, il fallait qu'on nous donne des mots. Quand vous lisez les mots, je ne vois avant que ce problème ne se pose, mais c'était ça la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Maintenant, bien sûr, quand on l'entend, on pense un peu à ces Maliens qui se retrouvent actuellement à la limite réfugiés politiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est de ça qu'on parle en voulant que ces gens-là n'essayent pas de déstabiliser le Mali à partir de la Côte d'Ivoire. On peut penser également au fait que plusieurs personnes considèrent qu'Alassane Ouattara est le bras de la France qui est là et c'est par lui qu'on veut passer pour déstabiliser le Mali, etc. Mais bon, ça c'est des éléments, quand on le dit sur la forme, mais s'il faut le prouver sur les papiers de façon concrète, ça devient beaucoup plus difficile. Mais comme je dis, la règle, nous sommes membres ensemble de l'UEMOA, nous sommes membres ensemble de la CEDEAO, on ne peut pas se retrouver dans des entités qui veulent mettre nos pays ensemble et vouloir que les pays se créent des crocs en jambes les uns par rapport aux autres. On n'aboutira absolument à rien dans ces conditions. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Djoussé, dont le pays assure la médiation dans cette affaire, était également présent jeudi à Bamako. Il s'est dit heureux d'être témoin et co-signataire d'engagements que les deux pays ont pris à Bamako. C'est la transition justement pour parler de cette médiation forte du Togo. Elle est en train de porter, Mamadou Diouf, ses fruits. Mais elle avait déjà porté ses fruits. Rappelez-vous, il y avait 3 femmes parmi les 49. Les 3 ont été libérées. Rappelez-vous que lors d'un sommet également à Accra, on avait presque pensé que la libération avait été actée, de sorte qu'on commençait même à faire des supputations sur est-ce que c'est le président togolais qui va aller les prendre, amener au Togo, on va les libérer à partir du Togo, ou est-ce qu'il va les amener en Côte d'Ivoire. On ne disait plus s'ils vont être libérés ou pas, on était en train de parler de comment ils vont être libérés, où ils vont être libérés. Bon, ça n'avait pas abouti malheureusement à ce que les gens attendaient. C'est pourquoi même avec ce qui se passe actuellement, il faut rester quand même sur ses gardes, tout en souhaitant bien sûr que le succès qui a été obtenu avec les 3 femmes soit le premier succès qui sera suivi par un autre qui va permettre à ces 46 militaires de rentrer chez eux parce que leurs familles les attendent pour la fin de l'année. Et je crois que ce serait une très bonne opportunité que ces militaires puissent rentrer chez eux. Quelle formule, mais quand on veut
régler ce genre de problème. On n'a pas besoin de donner des formules aux gens. Les formules ne finissent pas. Il y en a plein quand on veut sortir de ce genre de problème-là. Alors, entre-temps, il y a eu la pression de la CEDEAO. Vous aviez souligné cela tout à l'heure, Mamadou Diouf. Le délai prend fin le 1er janvier 2023. Est-ce que, selon vous, à un moment donné, le Mali était contraint? Il est difficile de le dire si les Maliens eux-mêmes ne le disent pas, et ils ne le diront certainement pas. Mais le hasard du calendrier, si c'est un hasard du calendrier, veut que c'est après la pression de la CEDEAO, parce qu'il faut l'appeler pression, dans ce sommet, la question des 46 soldats avait été inscrite à l'ordre du jour, de façon claire et nette. Dans la déclaration finale, on a bien entendu M. Aliou Touré en parler. Il a été très clair par rapport à cette question malienne. Mais il y a cette partie quand même de la déclaration de la CEDEAO que les gens n'ont pas rendue évidente. La CEDEAO avait dit deux choses. On continue les négociations avec le Mali, tout en disant qu'ils veulent qu'il soit libéré avant le 1er janvier. Et il avait dit, bien sûr, au-delà, il y a des mesures qui pourraient être prises. Mais cet aspect de négociation dont on n'a pas beaucoup parlé, puisqu'on a mis en évidence le conflit, on a donné un ultimatum, mais c'est ça qui donne le résultat aujourd'hui. Ce qui veut dire que la voie n'était pas simplement la voie d'un affrontement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il y avait un chemin largement ouvert qui pouvait permettre par des négociations de résoudre ce problème. La CEDEAO s'y est mis, le Togo s'y est mis, et on est en train d'aller vers une solution. Je crois qu'il faut que les gens se rappellent de pourquoi on avait créé l'ONU. Ce n'est pas pour venir gérer les après-guerres ou les pendant-guerres comme on le voit aujourd'hui, mais c'est pour, par la négociation, éviter les guerres. Mais il faut qu'on tire la leçon. Il y a combien de guerres en Afrique? Mais ça suffit largement. Comment des pays pauvres comme nos pays peuvent se permettre de rentrer dans des conflits, de prendre de l'argent, de mettre dans des armes, pendant que quand vous rentrez dans ces populations, système de santé, système scolaire, plein de choses sont là où il y a 1000 choses à faire. On va mettre de l'argent dans des munitions, dans des canons, dans des hélicoptères. Non, ça ne peut pas être la priorité. Nous devons éviter d'aller vers tout ce qui est de confrontation sur le plan militaire et résoudre nos problèmes fondamentaux et vivre en tant que continent africain les uns à côté des autres si nous voulons aboutir aujourd'hui à l'Union africaine qui est un souhait pour tous ceux qui veulent un développement de l'Afrique demain. Alors Mamadou, même s'il y a libération et c'est ce qu'on souhaite, on n'aura pas la version finale au finish. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que ce sont des mercenaires ou pas? Mais on l'aura. On aura la version finale, mais pas tout de suite. Puisqu'actuellement, l'heure n'est pas aux versions. L'heure est à comment sortir de cette rocambolesque affaire, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc, on ne sera pas sur qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui n'a pas fait quoi, mais on sera plutôt sur comment on va faire de sorte que la Côte d'Ivoire et le Mali sortent la tête haute. Maintenant, bien sûr, les journalistes sont là, ceux qui vont faire l'investigation sont là, les soldats qui ont été arrêtés sont là. Progressivement, après, les informations, les vraies et les bonnes, vont sortir. Parce que c'est pourquoi je disais tout à l'heure, on a créé un fossé qui est inutile. Pendant un temps, ce fossé va se maintenir parce que les gens vont commencer à creuser pour savoir de quoi il s'agit. Mais après, il va falloir combler ce fossé plutôt, et ça va prendre du temps. Ce qui semble être la procédure, si on en croit la presse malienne de ce jour, c'est qu'on va plutôt dans le sens d'un procès, c'est-à-dire la cour d'appel, les gens annoncent le procès même pour jeudi, demain matin. Certainement, à l'issue du procès, on pourra savoir, on les a accusés de quoi? Puisque vous me posez la question, est-ce qu'on va les déclarer mercenaires ou est-ce qu'on va les déclarer quoi? En tout cas, le procès permettra de dire, on les accuse d'eux. Ben, ils seront graciés. Bon, il y a tout dedans. D'abord, est-ce qu'ils seront accusés d'être des mercenaires? Est-ce que le procès va considérer qu'ils sont coupables? Ou bien est-ce qu'on va retourner aux premières thèses que les gens ont oubliées? Ou, dès le départ, les gens avaient dit qu'il y a un problème administratif qui s'est posé dans l'arrivée de ces militaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Il y a eu beaucoup de développement sur ça. Beaucoup de spécialistes sur ces questions de sécurité, sur les engagements de l'ONU étaient intervenus pour clarifier la situation. Il y avait depuis fort longtemps une porte de sortie, mais qui n'avait pas été utilisée parce que chacun avait voulu montrer sa force par rapport à l'autre. Et voilà qu'on est en train de retourner par là où il fallait simplement commencer pour ne pas aboutir à là où nous sommes. Maintenant, on verra. Est-ce qu'ils vont être condamnés, graciés? Est-ce que
on va faire un non-lieu, est-ce que, on ne peut pas répondre parce que c'est demain, il est difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce que la Cour d'appel de Bamako va décider. La force, vous avez parlé de cela, on va voir cela du côté de la Côte d'Ivoire d'abord. On a vu le président Alassane Dramane Ouattara, nonobstant la médiation du Togo, on a vu également sa sollicitation, si on peut le dire, du secrétaire général des Nations Unies. Les gens avaient critiqué sa position parce que lui, lors d'un entretien avec nos confrères en France, a dit clairement, c'était plutôt aux États-Unis, mais c'était un média français, il a dit clairement que ce ne sont pas des mercenaires. Est-ce que selon vous, il n'a pas pris parti? Non, il n'a pas pris parti parce que cette affaire ne peut pas être une affaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que ça fait partie des choses à clarifier, mais des choses sur lesquelles on a des éléments aujourd'hui. Ces militaires ivoiriens, ce n'était pas la première fois que des militaires ivoiriens arrivaient à Bamako de la sorte. C'était la 7e rotation. Personne ne l'a démenti. Ni l'ONU, ni le Mali. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de problèmes administratifs. Si on se rappelle ce qui s'est passé, ils sont arrivés un dimanche. Les Ivoiriens disent que c'était dimanche. Il n'était pas possible d'un point de vue administratif d'envoyer les papiers. Ils ont reconnu cela et le lundi, ils ont envoyé les papiers. C'est pourquoi j'ai dit, mais c'était un problème qui pouvait être résolu dès le départ et assez facilement. On a monté les enchères inutilement. Et c'est ça qui nous a amenés à là où nous sommes. Quand on revient à ça, est-ce qu'il s'agit de mercenaires? Ça pose un sérieux problème. Rappelez-vous, au départ, il y avait eu cette attitude bizarre des Nations Unies. Au départ, ils ont dit qu'ils ne sont pas de la MINUSMA. Ils ont raison, ils ne sont pas de la MINUSMA. Mais ils font partie des forces que la MINUSMA utilise à côté du contingent allemand. Rappelez-vous, l'ambassadrice de l'Allemagne au Mali était intervenue sur cette question. Malheureusement, les gens ont oublié tout ça. En transformant la chose en un conflit, il y a la France derrière le président Ouattara. Mais non, les faits sont là. Il ne faut pas qu'on les oublie. Rappelez-vous ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit, parce qu'il est quand même la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce que les Nations Unies font au Mali. Mais il a dit que ce ne sont pas des mercenaires et il a ajouté même c'est évident. Il a ajouté c'est évident. Il ne s'est pas contenté de dire ce ne sont pas des mercenaires. Donc il a suffisamment d'informations quand même s'il ose faire une affirmation aussi forte et quand il le fait pendant l'Assemblée générale des Nations Unies où on savait que la Côte d'Ivoire allait utiliser la tribune, le Mali allait utiliser la tribune, mais s'il a pris position de la sorte, je ne crois pas que c'était pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais certainement c'était pour revenir un peu sur ces petites erreurs des Nations Unies dans cette affaire et essayer de dire voilà la situation en espérant que ça décante, mais pas que quand même ça augmente la crise. Ce n'est pas le rôle des Nations Unies d'ajouter de l'huile dans le feu. En 30 secondes, la force également, on l'a vu du côté de Bamako, qui à un moment donné a exigé, si on peut le dire, des retours. Il a demandé la tête des hommes politiques, de certains hommes politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Exemple, Karim Keïta, le fils de l'ancien président Boubacar Keïta. C'était la période où on montait les enchères. C'est la période où on montait les enchères. Heureusement, les populations n'ont jamais suivi, aussi bien du côté malien que du côté ivoirien. Les gens ont toujours dit, mais ce sont nos frères, attention, il faut régler ce problème à l'amiable. Mais malheureusement, quand vous avez ce genre de situation difficile, pendant que vous avez des gens comme l'a fait le Togo qui font de la médiation, vous avez d'autres qui tirent les ficelles pour dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Maintenant, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'un peuple ne peut pas vivre de slogans. Il y a des moments où quand tu dis les slogans, oui, il y a l'enthousiasme, on saute, on crie. Mais après le slogan, il est terminé. C'est la réalité qui revient. Et voilà qu'on l'espère, demain après ce procès, ou bien durant même ce procès, ces soldats seront libérés et rentreront chez eux en Côte d'Ivoire et qu'on oublie rapidement cette page qui est vraiment pas la belle page dans l'histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on fait l'entretien avec notre invité, Saint-Éloi Pandave.